C'est avec des piles, c'est avec des piles. Et avec un radio, ça marche bien aussi. Et moi, je passe moins de câbles et je travaille moins. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison VPI. Et aujourd'hui, on s'attaque à la première partie de l'électricité. Le câblage, le passage des gaines, le KNX, le DALI, etc. Pour ça, j'ai fait appel au meilleur de la région, que vous connaissez sûrement sous le nom de mon artisan électricien préféré, Nicolas Paul pour ne pas le citer. Il est venu avec son équipe passer l'intégralité du schéma électrique, domotique et informatique, avant l'arrivée des plaquistes. C'est tout de même plus simple pour passer des câbles. Avant tout ça, votre constructeur ou vous-même doit fournir à l'électricien un plan électrique qui va repérer l'ensemble des éléments dans la maison. Les prises de courant, les interrupteurs, les endroits de vos spots, de vos éclairages, etc. Ça prend beaucoup de temps et voici ce que ça rend par exemple juste pour le hall d'entrée. Alors Nicolas m'a formé 1 heure pour m'expliquer comment faire un schéma électrique et j'ai récupéré les icônes adaptées au langage d'électricien afin que n'importe quel ouvrier puisse comprendre mon plan. Alors si vous souhaitez une vidéo là-dessus, je pourrais en refaire une complète dédiée au schéma électrique de toute la maison. Dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper des futurs épisodes. Alors je vous avoue qu'il faut le relire 15 fois pour être sûr que tout soit aux petits oignons. Et sachez que quand vous arriverez sur chantier, il y aura quand même des changements. Parce qu'on estime que l'on a pensé à tout, mais c'est absolument faux. En tout cas, c'était une belle expérience. Maintenant, je laisse Nico vous présenter quelques petits outils pour bien démarrer votre futur chantier en électricité. Nico, petite question, très Oui, importante. Lucas. Alors dans cette vidéo, on va parler à des professionnels qui sont professionnels de l'électricité, que tu dois connaître, qui vont Tout à regarder la fait, vidéo. qu'on côtoie régulièrement. Voilà, et des particuliers et des gens qui vont peut-être rénover ou des gens qui vont probablement construire leur maison et qui doivent un peu jeter un petit coup d'œil sur les ouvriers et sur les artisans qui bossent chez eux. Tout à fait. Voilà, est-ce que tu peux me donner ton top 10 de l'outillage qu'il faut pour démarrer en électricité? Alors déjà, en outillage, on va dire électroportatif, outillage à main, moi j'utilise tous les jours, cet outil. En fait, celle-là, c'est une petite visseuse. Parce qu'en électricité, on va pas se mentir, on n'est pas dans le BTP, on fait pas du gros, on va pas, voilà, on n'a pas besoin de taper, etc. Même si de temps en temps on a besoin de perforer. Donc, une petite visseuse. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est super parce qu'elle fait tout. Tu fais visseuse, elle fait éventuellement percussion, report d'angle, enfin bref, t'as tout. Donc si déjà t'as une petite visseuse, c'est déjà très bien pour démarrer. Petite visseuse Bosch, 12 volts. Modèle Très facile. GSR 12 volts 35 FC. Très légère. Une petite bombasse. Et après, t'as la partie outillage à main. Donc bah forcément, en tant qu'électricien, il te faut quand même 2-3 tournevis. C'est ça. Tournevis plat, cruciforme, c'est quand même mieux. Ok. Il te faut des pinces. Les pinces, en général, celles qu'on sert le plus, moi c'est celle-là et celle-là. Alors ça, c'est une pince multifonction de chez Ouya, pour pas les citer, c'est des copains. Donc multifonction, c'est-à-dire qu'avec celle-là, vraiment, tu peux tout faire. Tu peux sertir, tu peux dénuder, tu peux couper, si tu as besoin de tirer un truc, etc. C'est vraiment nickel. S'il t'en faut une au moins, c'est celle-là. Pince à bec long, ça c'est pour aller commencer à trifouiller un petit peu dans les coffrets, dans les... Voilà, donc ça c'est hyper utile. Ok. C'est vraiment la base. Après, je t'ai dit, bah, quelques tournevis. Évidemment. Une petite pince coupante, ça peut toujours servir aussi. La petite pince à dénuder automatique. Ah, excellent. Donc ça, c'est très pratique, surtout quand tu fais un coffret complet et que tu as énormément de fils, un peu comme chez toi, Oui. où là, on va avoir besoin de dénuder énormément. Donc ça, c'est pratique. Ok. Un dénude câble. Ah oui. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Ça, c'est pour faire tout ce qui est boîte, d'encastrement, etc. Comme ça, tu peux bien rentrer dans la boîte, dénuder ton câble, ressortir. C'est nickel. Une frontale. Ah oui. Voilà. Pour aller dans... Sanitaire, Voilà, par exemple. Pour aller dans le vide sanitaire. Ou bah, la plupart du temps, tu travailles sur un chantier, il n'y a pas d'élec. Ouais, c'est vrai. Donc il te faut quand même de l'éclairage, surtout si tu es dans le coffret. Donc la petite frontale de chez Brennenstuhl, c'est une petite tuerie. Et le dernier quand même, Ah, le dernier pour la route. qui sert pas dans la phase de câblage, mais qui sert dans la phase d'appareillage et des essais, Ah oui, évidemment. forcément un multimètre. Un multimètre. Donc ça c'est vraiment pareil, c'est l'achat indispensable si tu veux faire de l'électrique. Ok. On va dire si déjà tu as ça,
tu peux déjà commencer quand même à faire 2-3 trucs en élec. Une valeur estimée pour pouvoir avoir quelques outils, le starter pack de l'électricien. Bah là on va dire que t'en as peut-être allé pour un gros 1000 €. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment du très bon matos. Okay. Après tu peux le faire en mode GSB, prendre des marques voilà, peut-être un peu plus standard et ça marche bien aussi. Donc pour commencer à bricoler dans l'électricité, entre 500 et 1000 € pour s'outiller, pour pouvoir bien démarrer, pour rien oublier et comme ça on n'est pas obligé de trifouiller tu te fais déjà un bon petit truc. Pour la partie réseau, une vidéo sortira d'ici peu sur l'intervention d'Enedis pour le raccordement au réseau. Je vous ferai une vidéo bien détaillée sur comment raccorder une maison individuelle, quelles sont les démarches à effectuer, les coûts, etc. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, pour parler de coût, il n'y a pas de négociation possible, c'est un prix qui est bloqué au mètre linéaire, et donc plus c'est loin, plus c'est cher. C'est comme mon histoire d'évacuation de mes eaux usées. D'ailleurs, vous avez été nombreux à répondre en commentaire, mais personne n'est tombé sur le prix exact, qui était de 8 881 € plus un abonnement de 1600 € qui vient d'être ajouté là sur le forfait de 2024. Cordialement. Bref, mais une fois que vous avez fait tout ça, c'est pas pour autant que vous allez avoir de l'électricité. Pour ça, il faut que votre installation soit parfaitement aux normes et surtout contrôlée par le consuel. Mais on en garde un peu sous le pied pour du coup le prochain épisode. Déjà dans le résidentiel, tu vas retrouver principalement c'est les circuits de prise dédiés. C'est des circuits en fait qui sont, on appelle ça du 1 pour 1. C'est-à-dire que c'est une alimentation pour une fonction. Par exemple, les circuits de four, plaque de cuisson, machine à laver, sèche-linge, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les circuits dédiés. Tout repart au tableau et chaque... Un disjoncteur pour une fonction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les circuits dédiés. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans les maisons, notamment dans les cuisines. Et après, tout ce qui est pompe à chaleur, ballon d'eau chaude, ballon thermodynamique. Enfin voilà, tout ce que tu peux avoir en termes de circuits de puissance. En général, les circuits de puissance sont des circuits dédiés. Et sur les circuits dédiés, c'est du câblage 2,5 mm², protégé par le disjoncteur maximum 20 ampères, sauf plaque de cuisson, où là on passe en 6 mm², là protégé par un disjoncteur de 32 ampères. Ensuite, tu as les circuits de prise classiques. Donc là, on appelle ça les prises confort. C'est-à-dire que là, c'est les prises que tu vas retrouver dans ton salon, dans tes chambres, etc. Là, en général, c'est des prises qui sont pontées entre elles. Donc, on part du coffret électrique. Ensuite, souvent, si tu passes en câblage 1,5 mm², c'est 8 prises maximum. Avec un départ de 16 ampères maximum, c'est-à-dire un disjoncteur. Alors, on pourrait avoir un bloc de 8 prises comme ça, hein, avec un câble. Ah oui, voilà. Tu pourrais avoir un seul câble et mettre 8 prises alignées. Un peu comme on a fait dans le salon. Exactement. Ah non, mais là c'était du 1, c'est du 2,5. Et si c'est du 2,5 Alors si c'est du 2,5, effectivement, là on peut aller jusqu'à 12 prises. Ok. Donc 1,5, 8 prises, 2,5, 12 prises. 12 prises. Et on peut faire des relais ou alors vous pouvez les mettre... Là c'est ponté, par exemple, tu as 2 chambres qui sont côte à côte. On va dire, allez, il y a 5 prises par chambre. Bah, tu peux mettre en 2,5 les 10 prises du coup des 2 chambres sur le circuit de 2,5. Protégé par un disjoncteur de 20 ampères maximum. Bon, alors parlons du KNX. Alors, on parle du KNX, effectivement ici, toi dans la maison, tu as choisi de piloter via KNX tes éclairages. Voilà, le KNX c'est un système de domotique qui passe par du câblage et pas par du Wi-Fi. C'est ça, on est en filaire. Donc le KNX en fait ça fonctionne avec un bus. Donc un bus c'est un câble en fait avec 2 fils, c'est un câble là il est vert ici dans la maison parce que c'est une référence bien spécifique. Donc en fait on part du coffret électrique et on vient tout simplement ponter avec le câble bus d'interrupteur en interrupteur pour après au tableau avec la partie puissance parce qu'en fait du coup pour le KNX tu es obligé de faire revenir toutes tes alimentations au coffret. C'est ça. Donc tu as une partie ce qu'on appelle partie puissance et tu as une partie commande. La partie commande c'est le bus et après en fait le programmateur, l'intégrateur, parce que ça s'appelle comme ça, l'intégrateur KNX, lui il va te faire des scénarios, il va en fonction de tes besoins, de tes envies, etc. L'idée aussi du KNX c'est que du coup après chaque interrupteur est programmable. C'est ça. C'est-à-dire que même si je veux que l'interrupteur du salon, qui est à la base logiquement l'interrupteur qui va allumer les lumières du salon, et bah finalement demain je le transforme et je veux qu'il allume les lumières de l'extérieur, et ben avec la programmation KNX, on peut le faire. On peut le faire, exactement. C'est ça. Enfin voilà, si tu as envie de tes toilettes d'allumer tes extérieurs, tu peux le faire. Exactement. On crée un schéma de base qui est celui que l'on pense quand on rentre dans la maison. Voilà. Et je pense que au fur et à mesure des mois et des années, il évolue. Ça peut évoluer, voilà. Ça peut changer. Alors ça demande un petit peu plus de travail en termes de mise en œuvre et de câblage forcément
parce que tout revient au coffret électrique, il y a comme une centrale de gestion si tu veux. Donc c'est vrai qu'en termes de mise en œuvre, ça demande quand même un petit peu de câblage, mais c'est vrai que le gros avantage à l'inverse, c'est que là, toutes les modifications sont possibles. Exactement. Alors on fait rarement ça dans le résidentiel, c'est vrai. C'est vrai, parce que ça a quand même un coût, voilà. On va pas se mentir, le KNX c'est pas pour rien. En général, dans le résidentiel, on part plutôt sur des solutions connectées. C'est ça. Qui sont un peu plus simples à mettre en œuvre et puis un peu moins chères. Mais le KNX, c'est vrai que c'est, on va dire, c'est la Rolls-Royce de la domotique. Voilà. Et vu que je suis totalement un geek, voilà, et qu'il aime les Rolls-Royce, entre autres, voilà. D'où l'idée de faire du KNX dans la maison. Exactement. Ici, on va faire descendre un lustre et je vous mets la référence ici, vous allez le voir, c'est Del Éclairage qui nous a présenté plusieurs lustres, hein. Finalement on a eu le choix, ils nous en ont montré plein de modèles et on a craqué pour ça, c'est des espèces de petites gouttes d'eau, ça s'appelle Rain et ça permet d'avoir 5 fils qui vont tomber, 5 ou plusieurs fils, hein, vous pouvez en mettre plus, mais nous on va en choisir 5, ça va être 5 fils qui vont tomber du plafond avec des gouttes d'eau et pareil ce sera contrôlé KNX. Et on pourra gérer la variation de ces modules-là. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous parler de l'éclairage? Alors l'éclairage, donc toi c'est pareil, tu as choisi de te faire plaisir dans ta maison. Oui. Donc tu veux tout contrôler et tout faire de la variation, ce qu'on appelle la variation. Donc tu vas passer par un système DALI. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est le même principe un peu que le KNX. On passe un bus DALI. Donc c'est aussi là dans la maison le bus est gris. Donc c'est un bus qui vient être ponté d'éclairage en éclairage et qui va te permettre de contrôler tes éclairages, de faire de la variation, etc. en fonction des luminaires que tu auras choisi avec LED éclairage, Del éclairage. Del Éclairage. Del éclairage. On va mettre, nous, des bandelettes à l'intérieur des coffres à rideaux, on va mettre des bandelettes dans les niches, que Hichem va nous faire tout ça. L'avantage du DALI, c'est qu'on va pouvoir faire varier la puissance et l'intensité lumineuse qui va être aussi programmée, c'est-à-dire que si demain, dans notre domotique, on donne une action de mode plutôt lounge, peut-être que toutes les lumières vont se tamiser, ça va permettre d'avoir une ambiance très tamisée dans la maison et ne sera pas toujours full éclairage. C'est ça. Il y a des interrupteurs à variation, l'idée c'est que ce soit entre guillemets exactement la même chose, sauf que tout est connecté sur le téléphone, tout est connecté dans la maison et qu'on puisse du coup créer des scénarios pour l'ensemble de la maison dans nos habitudes de vie. Tout à fait, c'est exactement ça, tu as bien résumé. Aujourd'hui, c'est Phoenix Media qui est sur chantier. Phoenix Media, c'est quoi? C'est un intégrateur son et vidéo. Vous avez déjà vu la vidéo qui se trouve ici, où on a été visiter leurs locaux qui sont juste splendides. Et du coup, évidemment, on a craqué. Donc aujourd'hui, on les accueille. Ils vont passer quelques câbles pour tout ce qui est enceinte et pour la télé. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment on va implanter ça. Et puis, voilà, suivez-moi. Ici, on va avoir une baie de brassage et dans la baie de brassage, on aura tout ce qui est informatique de la maison et tout ce qui est son de la maison, tout sera répertorié au même endroit. Et du coup, ça permet de travailler plus proprement. Et si demain, on doit rajouter des choses, intervenir, changer un câble pour X ou Y raison, et en fait, on peut directement interagir dans la baie de brassage. Et c'est pas mélanger les legs en fait. Quand vous faites un système 5 points comme on va faire ici dans la maison, évidemment, il faut que le système soit calibré parce qu'il faut que votre déco soit installée. Donc, ce que fait Phoenix Media, c'est qu'ils installent les enceintes. Une fois que c'est fait, on patiente. Et une fois que toute la déco sera installée, Fred, il va revenir et il va faire un calibrage du son afin que ce soit le plus optimal pour le système audio. Et ça, quand vous achetez un home cinéma dans le commerce, vous n'avez pas ce calibrage de son qui est fait. Et là, en fait, Phoenix Media, ils viennent après pour avoir un truc top du top. Phoenix Media m'ont conseillé d'installer les enceintes des plafonds dans les endroits de passage qui seront autour de l'îlot central et de la table à salle à manger. Pour ce qui est du système home cinéma, par contre, il faut que les enceintes ne soient pas trop hautes pour profiter pleinement de l'acoustique quand vous serez à l'aise dans votre canapé. Dans le prochain épisode, on attaque le passage de l'aspiration centralisée signé Duovac. Parce que oui, votre aspirateur Dyson, c'est bien, mais en maison neuve, autant utiliser un aspirateur centralisé qui durera, lui, 25 ans et qui sera fondu dans les murs. A bientôt, c'était le cas pour VPI. Ciao!